Super intro de vidéo en tout cas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, celui des vampires. Alors évidemment, je ne vais pas explorer tout le sujet parce que c'est tellement plus que tout ce que je vais bien pouvoir dire pendant cette vidéo. Mais on va survoler le sujet, on va parler des vampires, on va parler de leur naissance, tout ça. Donc plein d'autres trucs super cool, vous allez voir, vous allez kiffer. Petit disclaimer, pour ceux qui n'aiment pas le sang, pour ceux qui n'aiment pas, voilà, les décapitations, la mort, tout ça finalement. Et ben je vous invite à ne pas regarder cette vidéo, parce que vous pouvez pas plus mal tomber en fait, on va parler que de ça. En même temps on va parler des vampires, donc c'est pas très étonnant, mais voilà. Si vous aimez pas le sang, regardez pas cette vidéo, c'est mort. Hello there. Beaucoup pensent que les vampires ont été inventés, et donc sont techniquement nés, en fait en 1897, avec la fameuse histoire de Dracula de Bram Stoker. Bon, ben c'est pas ça. Les vampires, en fait, ils sont bien plus vieux que ça, ou du moins le concept. Déjà, Bram Stoker, il s'était inspiré de ce qu'avait dit un moine français, Dom Calmet, en 1746, dans son traité sur les apparitions des esprits et des vampires. Et même carrément avant, en fait, dès la première modernité, on entendait déjà parler des vampires. La première modernité étant une période qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle, et qui a été marquée par des innovations, par de grandes découvertes, etc. Les vampires n'ont pas qu'un seul nom. Bon, ça paraît tomber sous le sens parce qu'en soi, ces événements ils se sont passés dans tout le globe. Différentes populations ont assisté à des événements pas forcément logiques, qui les ont effrayés, etc. Comme ces populations parlent une langue différente, c'est comme ça qu'on entend en fait aussi par vampire Upie-Upires, Vroucolac, Vroucolacas, Catacanes, Oupior, enfin il y a plein de termes différents en fait pour le vampire. Et la première fois qu'en fait on a entendu le terme Oupior en France, qu'il a été introduit en fait ce terme, c'était dans une lettre d'un certain Pierre Desnoyers qui était à destination donc de la princesse française de Pologne, Marie-Louise de Gonzague au XVIIe siècle. Et tous ces termes étaient en fait attribués à des hommes et des femmes qui, quelques jours après leur enterrement, revenaient d'entre les morts, donc non, on parle pas de zombies, mais ils revenaient pour maltraiter les hommes et les animaux. On disait que les vampires avaient tellement faim qu'ils commençaient par manger leur linceul, le drap qui ensevelit les morts, du coup, dans le cercueil, et ensuite ils sortaient pour attaquer tous les proches, tous les amis, tous les membres de la famille. Et le seul moyen d'éviter le massacre, c'était soit de les décapiter, soit de planter un pieu dans leur cœur. Voilà, simple, finalement. J'imagine que dans la panique générale, il y a eu certaines exagérations parce qu'on peut lire des trucs comme « le corps transpirait de sang, tout sortait par la bouche, les narines, les oreilles, les cadavres nageaient dans le sang, dans leur cercueil. » Bon, faut pas pousser quoi. Ce qui effrayait les populations le plus, en fait, c'était le fait que certains corps ne se décomposaient pas. Ça peut paraître louche aujourd'hui, mais en fait, en temps d'épidémie, c'était assez répandu d'ouvrir les fosses communes ou les tombes pour aller voir le cadavre de quelqu'un qu'on soupçonnait d'être un vampire en fait. Et parfois dans les cercueils, t'avais des gars, ils étaient hyper frais. Genre les corps étaient à peine décomposés, le teint il était rosé, t'avais le gaz dû à la décomposition interne, ça c'était moins sexy, mais globalement ils étaient en très bon état en fait ces corps. Et du coup ça faisait paniquer les gens. En plus, quand ils plantaient les pieux dans le corps, tout ce gaz était libéré d'un coup et ça faisait l'impression d'un râle en fait, et d'un affaissement du corps qui donnait l'impression que ouais, tu venais de buter un vampire quoi en fait, genre t'as fait ta mission, c'est bon, t'avais raison, alors qu'en fait c'est juste le gars qui avait envie de péter quoi, c'est tout. Mais tout ça, ça reste très logique parce qu'en fait un corps ça va se décomposer plus ou moins rapidement en fonction du sol, en fonction des minéraux dans la terre, en fonction du contexte aussi dans lequel le mort est mort en fait, finalement, mais ça dépend de plein de facteurs. Par exemple, la décomposition sera bien plus lente dans un sol qui est gelé, dans une terre qui est froide en fait, ou dans une terre qui est riche en arsenic, et où du coup les décompositeurs ils peuvent pas vivre en fait dans l'arsenic. Du coup ça fait que la décomposition est beaucoup plus lente quoi, ça prend des plombes. Bon, ok, ça fait très psychopathe ce que je suis en train de dire. C'est pour la science, d'accord? C'est pour la science. Ou pas. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais contre toute attente, les vampires au début, on pensait pas qu'ils buvaient du sang. Ça peut paraître hyper curieux parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le truc que le vampire fait, genre vraiment c'est son repas. Mais à l'époque de la première modernité, en fait c'était pas du tout ça.
Le vampire, c'était plus un esprit vengeur qui venait emporter sa famille, ses amis. Les caractéristiques du vampirisme étaient diverses et variées, c'était vraiment pas fixe du tout. C'était sucer le sang ou pas, c'était manger son linceul ou pas, c'était vraiment, ça dépendait du contexte, ça dépendait de l'auteur. En fait, la première fois qu'on en a parlé en France de vampires qui buvaient du sang, c'était via Claude Cormier qui avait écrit un truc sur les Polonais, comme quoi soit il décapitait les corps des mecs qu'il suspectait être des vampires, soit en fait il leur mettait des hauts cols pour pas que en fait ils se mettent à sucer le sang de leurs parents. Et c'est la première fois qu'on a entendu la notion de suceur de sang en fait. Avant, c'était pas ça du tout. Et d'ailleurs, Claude Cormier a beaucoup insisté sur le fait qu'en fait le sang qu'on trouvait dans les corps des vampires, qu'on décapitait du coup, ou à qui on ouvrait le cœur pour faire s'écouler le sang, bah en fait c'était pas le sang du vampire en lui-même, c'était le sang des victimes. Et les Polonais n'étaient pas les seuls à vouloir retenir les morts d'aller voir les vivants, parce qu'au cours de nombreuses fouilles, on a trouvé des corps datant de 1300 et quelques qui avaient soit des briques dans la bouche, soit carrément la face contre le sol avec des rochers sur le dos pour les empêcher d'aller voir les vivants. Tout ça parce que les légendes slaves avaient atteint l'Occident vers 1300-1350, comme quoi les morts pouvaient se déplacer, errer et donc hanter les vivants. De leur côté, les Allemands croyaient que les vampires mâchaient comme des porcs dans leurs tombeaux, et du coup ils mettaient de la terre dans leur bouche. Mais cette mastication tumulaire pouvait aussi s'expliquer par des faits beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus tragiques, le cas des enterrés vivants. Aujourd'hui, c'est facile de savoir ce genre de choses, donc peut-être que vous êtes en train de vous dire « mais ils sont cons quoi, ils sont même pas capables de déterminer si le gars est mort ou pas ». En fait, pour nous, c'est juste que c'est devenu facile. Comment savoir si le type est mort au XVe siècle? Parce que ça existe, le sommeil léthargique, le coma, etc. C'est pas venu avec le XXIe siècle. Il y avait donc des gens qui se faisaient enterrer vivants. Bon, après, je vous parle de cas qui restaient très très rares. Quand on retrouvait un corps à qui il manquait un membre, ça pouvait tout autant être expliqué par effectivement le gars qui a mangé son bras, ou par la décomposition, la putréfaction ou les rats. En 1790, afin de limiter le nombre d'enterrés vivants, il y avait des médecins, comme par exemple François Thierry, qui proposaient de drôles de protocoles pour savoir si, oui ou non, le patient était bien mort. Alors bon, vous allez sûrement rire, mais le protocole en question, c'était de faire des frictions sur le corps avec du vinaigre et de l'eau, mais aussi chatouiller le nez avec une plume, crier dans l'oreille, souffler dans la bouche, donner des coups au niveau des pieds, tordre les doigts. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ils mettaient même une petite clochette au niveau du poignet au cas où que le patient se réveille. Sait-on jamais. Après le protocole, on attendait plus ou moins longtemps selon le contexte dans lequel le patient était mort pour pouvoir l'enterrer ou l'inhumer. Et c'était même possible de s'opposer à l'inhumation et repousser la date de celle-ci en souscrivant la somme de 3 livres par jour. Business is business. Et comme la phobie d'être enterré vivant persistait chez les populations, l'Académie de médecine de Paris a carrément organisé en 1837 une compétition entre les médecins qui proposeraient des protocoles pour faire en sorte d'enterrer moins de gens. C'est devenu une compétition. Et alors, toutes ces croyances autour du mythe du vampire, elles ont aussi été les sources de plein de petites traditions un peu cool que les gens ont adoptées après ça. Par exemple, sur l'île de Chio, les gens ne répondaient jamais lorsqu'on les appelait qu'une seule fois. Il fallait les appeler une deuxième fois, parce qu'ils pensaient qu'un broucolaque ne pouvait pas saluer 2 fois une personne. Ailleurs, un certain Jacques Delarue a proposé la folle idée de mettre des drapeaux sur toutes les tombes, et donc reliés à un mécanisme, ce qui faisait que en fait, si une personne bougeait dans le cercueil, ça faisait un appel d'air et le drapeau se déployait automatiquement. En vrai, génial. On pousse encore un peu plus loin dans le délire. Chez certains peuples, on prenait un gamin vierge, on le foutait à poil, on le mettait sur un cheval noir qui n'avait jamais été sailli, on les faisait se promener dans le cimetière, et si le cheval il ruait à un moment donné, ça voulait dire que la tombe la plus proche c'était celle d'un vampire. Ok. C'est ma préférée celle-là. Les gens faisaient très clairement ce qu'ils pouvaient pour se rassurer. Par exemple, à plein d'endroits, ils prenaient le sang des vampires qu'ils avaient tués et ils le mettaient dans de la pâte à pain. Et après, ils le mangeaient. Avant que les gens entendre parler du terme suceur de sang, en fait, cette technique, c'était plutôt pour se protéger des vampires. Et après, quand le terme suceur de sang a été introduit, c'était plutôt pour redonner de la vitalité aux victimes, redonner de la force, donc faire une barrière contre les vampires pour ne pas qu'ils se fassent réattaquer, pour qu'ils survivent, finalement. Bon, ça n'empêchait pas qu'ils consommaient quand même du sang, globalement, de mort, les gars.
Toujours un délire un peu glauque quand même, non? Vous trouvez pas? Mais du coup, les vampires, ils ont commencé à intéresser pas mal de gens qui se sont interrogés sur leur existence même. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'ils existent? Parce que c'est vrai, ça faisait se soulever plein de questions différentes sur la médecine, la théologie, la philosophie, la question de la vie et de la mort, de la résurrection. En plus, le côté incorruption de la chair, on retrouvait aussi cette similitude dans les Saintes Écritures, au niveau de la religion chrétienne, qu'on attribuait aux saints, quoi. Donc, alors qu'on parlait de vampires, ça faisait se poser des questions. Pour Michael Ranft, ceux qui croyaient à la mastication des morts dans les tombes, c'était des débiles. Et c'est même pas une blague, c'est noté ça dans le rapport. C'est littéralement noté l'imagination des faibles femmes ou d'autres personnes débiles. Ranft, calme-toi, frérot! En fait, Ranft pensait que l'imagination était à l'origine de tout ça, qui était elle-même sous l'emprise de la peur incontrôlable qui persistait pendant ces temps incertains. Et il est même allé plus loin en parlant de l'effet placebo des herbes médicinales, des rituels, des signes kabbalistiques qui étaient censés donc contrer le vampirisme. Il a évoqué donc le caractère psychosomatique de l'imagination chez les membres d'un supposé vampire, donc le concept de troubles physiques liés à des troubles psychiques finalement, et donc ces troubles psychiques qui sont en l'occurrence la perte d'un être cher pour ces membres de la famille. Le seul moment où sa théorie est devenue un peu bancale, c'est quand il a parlé du pouvoir magique de l'imagination et qu'il a dit que le remède miracle au vampirisme c'était l'amitié. Globalement. Faire la paix avec ses voisins, sa famille, être gentil. Bon, moi, il n'était pas tout seul à penser ce genre de choses. Il y avait aussi Monsieur Marinier qui avait, lui, une théorie super sympathique. En fait, Monsieur Marinier, contrairement aux autres, il ne pense pas que le vampirisme est un phénomène démoniaque, mais bien plus une punition divine. Donc, en fait, le vampire qui attaquerait les membres de sa famille, ses amis, etc., ce serait plutôt sous la forme d'un avertissement, un conseil de se repentir, parce que la personne aurait mal agi. Et les morts, en fait, n'ont pas été les seuls à alimenter le mythe des vampires. Il y a eu aussi tous ces meurtriers sadiques pendant ces époques-là, qui, en fait, étaient catégorisés aussi parmi les vampires. Ça a été le cas, par exemple, d'Elisabeth Báthory, une aristocrate hongroise, qui apparemment prenait des bains dans le sang de jeunes femmes pour rester éternellement jeune. Bon, c'était un autre délire. Si aujourd'hui on les considérerait plutôt comme des tueurs en série, à l'époque, ces agissements étaient considérés comme soit surnaturels, soit vampiriques s'ils étaient très sanglants. Mais au plus fort des Lumières, les rationalistes ont commencé à considérer tous ces contes vampiriques comme des fraudes ou des fantasmes. On a commencé à rationaliser, comme indique le nom rationaliste. Un demi-siècle plus tard, John Polidori écrit The Vampire en 1819, et donc ça fait du vampire une créature beaucoup plus poétique, beaucoup plus familière de notre temps, avec les caractéristiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Et après, on a eu Twilight, tout ça. Bon, pourquoi ne pas romantiser le meurtre, après tout? Wouh! On n'avait plus du tout cette image du vampire 2300 avec sa brique dans la bouche. Bon, voilà, on est passé à autre chose. Bon, alors, je suis pas forte en SVT, d'accord? J'avais 6 en terminale. Je suis nulle à ça, c'est pas mon truc. Mais évidemment qu'on va se concentrer sur le côté biologique aussi, concernant les vampires, parce que les maladies sont aussi une source d'inspiration, sont toujours une source d'inspiration pour les vampires. Et donc il y a plusieurs maladies qu'on soupçonne être à l'origine du mythe des vampires. Par exemple, on a la porphyrie. La porphyrie, c'est une maladie du sang, donc une pathologie qui se déclenche dès l'enfance. Et en fait, elle est déclenchée par une mutation d'un gène qui affecte directement l'hème. L'hème qui est une substance qui fixe le fer dans l'hémoglobine et qui est indispensable pour, par exemple, transporter l'oxygène dans le sang, des poumons jusqu'au reste de l'organisme. Les patients qui en sont atteints sont chroniquement anémiques, ils sont très fatigués, très pâles, ils sont sensibles à la lumière, même par temps nuageux ou derrière une fenêtre. Ils ont les cheveux, les ongles qui poussent vite, leur gencive peut même se nécroser et du coup leurs dents sont proéminentes. Donc le seul remède à tout ça, c'est justement les transfusions de sang pour que les niveaux de l'hème soient suffisants. Donc finalement, de quoi rappeler les descriptions légendaires des vampires. Ensuite, on a la tuberculose pulmonaire. C'est une des maladies qu'on propose le plus pour justifier le mythe des vampires.
Cette maladie est très contagieuse et les personnes qui en souffrent en fait perdent l'appétit, toussent beaucoup, ont de la fièvre, même crachent du sang. Et donc parfois, certains malades, pour compenser la perte de sang, eh ben, ils en consomment. Bref, tout ce qu'il faut pour être un vampire. Et ben voilà, je crois que j'ai fini ma vidéo. Je parlais en français, tant pis pour l'anglais, je mettrai des sous-titres, tant pis, c'est pas grave. Je vais mettre en description tous les liens qui ont servi à la constitution de cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez y consulter si vous êtes intéressé. Voilà, il y a plein de trucs sympatoches à apprendre. Peut-être que vous serez moins nul en SVT que moi, et que vous comprendrez tout sur l'hémoglobine, la mutation des gènes, ouh, les allèles, les chromosomes, tout ça. Waouh. Et puis bah sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et c'est tchuss.